Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va travailler X Math A 2025 MP. Je vous laisse avec l'énoncé rapidement juste pour avoir une idée. Voici d'abord les questions préliminaires. Restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace stable. V un espace de dimension finie, H un endomorphisme de V et W un sous-espace stable par H. On note H, W, la restriction de H sur W. On va démontrer que si H est diagonalisable, alors H oméga, HW est aussi diagonalisable. H qui va de V vers V, un endomorphisme diagonalisable. Comment on peut passer que H, la restriction sur oméga, pardon, W, qui est inclus dans V, est aussi diagonalisable, sachant que W est stable par H. Alors la caractérisation la plus simple qu'on peut passer de H vers H oméga, c'est que H diagonalisable équivaut à ce qu'il existe un polynôme P, CND, à racine simple, qui annule H. Dire que ce polynôme annule H, ça veut dire que P de H de X égale à 0, quel que soit X appartient à V. En particulier pour les éléments de oméga, et donc P de H, elle est nulle aussi sur oméga. Et sur oméga, ça, la représentation de P de H de oméga égale à 0. Et donc aussi, H oméga est annulé par un polynôme scindé à racine simple. Et donc il est diagonalisable. Nous allons essayer de bien rédiger la réponse, puisque H est diagonalisable. Alors, c'est équivaut à ce qu'il soit annulé par un polynôme scindé à racine simple, c'est-à-dire P de H égale à 0 sur V, en particulier sur oméga. Ainsi, P de H de oméga aussi égale à 0. Ça signifie que H oméga est aussi annulé par un polynôme qui est scindé à racine simple. Donc, il va être aussi diagonalisable. Vous trouverez sur le site xalchante.com la correction en PDF de X Math A et de tous les concours. Dans cette partie, on va voir pour une matrice carrée M et un antinaturel K non nul, on définit gamma K de M moins la dimension de Kerr de M à la puissance K moins 1 plus de la dimension de Kerr de M à la puissance K moins la dimension de Kerr de M à la puissance K plus 1. Premièrement, démontrer que si deux matrices M et M' sont semblables, alors elles ont le même gamma K pour n'importe quel K. Deuxièmement, pour R un entier naturel non nul, vérifiez que pour tout entier K non nul, gamma de K de J de R veut ainsi K égale à R, et 0 c'est non. M1 et M2, deux matrices carrées, et soit M, la matrice définie par bloc, qui est égale à la diagonale de M1, M2, démontrer la relation dimension de Kerr de M égale dimension de Kerr de M1 plus dimension de Kerr de M2. Puis, déduire que pour n'importe quel K non nul, gamma de K de M égale gamma de K de M1 plus gamma de K de M2. Nous pourrions utiliser ceci sans le démontrer, que toutes ces relations s'étendent à une matrice diagonale par bloc diag M1, ainsi de suite jusqu'à MS. Donc, gamma K de
cette matrice-là, c'est la somme des gamma de K de M1 plus ainsi de suite jusqu'à gamma K de MS. Un invariant matriciel pour une matrice carrée M et un entier naturel K non nul, on note gamma de K de M moins la dimension de l'Ker de M à la puissance K moins 1 plus 2 la dimension de l'Ker à la puissance M K moins 2 la dimension de l'Ker de M à la puissance K plus 1. On souhaite démontrer que si deux matrices M et M' sont semblables, alors gamma de K de M égale à gamma de K de M' pour n'importe quel K. Démontrons que gamma K invariant pour deux matrices semblables, c'est-à-dire s'il existe P inversible tel que M égale à P fois M' fois P moins 1, on peut prouver facilement par référence que c'est vrai pour n'importe quel K. Alors, si X appartient à l'Ker de M à la puissance K, si équivaut à ceci fois X égale à 0, donc équivaut à ce que P-1 de X, elle est dans le Ker de M' à la puissance K. En n'oublions pas notre objectif, on souhaite seulement démontrer que ces espaces ont la même dimension et pas nécessairement égaux. Puisque notre matrice P est inversible, alors chaque X appartient à ici, on peut l'allier par cette application-là, on peut l'appeler phi, c'est un isomorphisme, c'est une application linéaire, de plus injective, parce que P est inversible, et elle est clairement surjective, on peut le vérifier facilement, et donc ces deux espaces, le Ker de M à la puissance K et le Ker de M' à la puissance K, ils ont la même dimension. Pour n'importe quel K. Et ça signifie que gamma K reste invariant pour deux matrices semblables. Parce qu'on va avoir la dimension de l'Ker de M à la puissance K-1, c'est le même que la dimension de Ker de M' à la puissance K-1, ainsi de suite. Tout d'abord, on considère deux matrices semblables. Alors, il existe P, tel que 1' égale à P fois 1 fois P-1. Et on a, pour n'importe quel K appartient à N, on peut le prouver par référence. 1' à la puissance K égale à P fois 1 à la puissance K fois P moins 1. Ker de M' à la puissance K, c'est les matrices qui vérifient ceci. Ça, c'est exactement 1' de K. Alors, je multiplie par P, puisqu'il est inversible. À gauche, on obtiendrait ceci. Ce qui signifie que ça appartient à le Ker de M à la puissance K. Alors, je considérais cette application qui va de Ker de M à la puissance K vers Ker de M' à la puissance K, qui est un isomorphisme. En effet, on peut voir facilement que c'est une application linéaire. Il est injectif parce que si on prend phi de x égale à 0, ça veut dire que si je multiplie par p à gauche, on obtient que x égale à 0. Il est surjectif. Pour un y appartient à l'ensemble d'arrivées, Ker de M' à la puissance k, on va chercher un x tel que p moins 1 fois x égale à y. Donc ça revient juste à multiplier, à poser x égale à p fois y, tout simplement. Alors, pour y appartient à 1', le Ker de 1' à la puissance k, on pose x égale à p fois y, on obtiendrait que p moins 1 de x appartient à égale à y, et x appartient à le Ker de m à la puissance k. Parce que tout simplement, m à la puissance k fois x égale à, je pourrais changer m à la puissance k par p fois m' à la puissance k fois p moins 1, p moins 1 fois x c'est y. Or, ça appartient à le Ker de 1' à la puissance k, donc c'est égal à 0. Voilà. On a trouvé un antécédent de y dans le Ker de m à la puissance k, et donc, cette application elle est bijective.
on en déduit que ker dimension de ker à la puissance mk égale dimension de ker à la puissance m' de k. Et ceci pour n'importe quel k appartienne à n. Alors finalement, pour k appartienne à n étoiles, on a gamma k de m égale à ceci. Je remplace ça par la dimension de ker de m à la puissance m' de k-1. De même pour les autres. Et donc, égale finalement gamma de k de m prime. Dans la question B, R, un entier naturel non nul, vérifie que pour tout entier K non nul, gamma de K de G de R vaut 1 si K égale R et 0 sinon. On vous rappelle que G de R, c'est la matrice carrée de taille R, dont les éléments sous la diagonale est égal à 1 et les autres coefficients égale à 0. Afin de trouver gamma de K de G de R, on a besoin de calculer G de R à la puissance K. Nous pourrions le faire. À chaque fois, on peut remarquer que dès qu'on multiplie par G de R, cette diagonale descend ici. À chaque fois, on multiplie par G de R. Que l'on peut prouver facilement si on considère l'endomorphisme canoniquement associé à G de R et on considère la base canonique. Alors on a, d'après sa matrice, c'est égal à E de K plus 1. Donc, par exemple, l'image de E de 1, c'est E de 2, l'image de E de 2, c'est E de 3, ainsi de suite. Ceci pour n'importe quel cas appartient à 0 jusqu'à R-1. Sinon, égal à 0 si K égale à R. Pour la dernière colonne. Pourquoi on a considéré l'endomorphisme canoniquement associé? Parce qu'on peut calculer facilement la puissance de cet endomorphisme à n'importe quel M, où M appartient à N. Donc ici, on va calculer G de R à la puissance M. Donc si on compose par un M qui est supérieur à R, automatiquement, ça va être égal à 0 lorsque M est supérieur à R. Parce que l'image de n'importe quel élément, ça va être égal à 0. L'image, cet endomorphisme, ça va être nul sur les éléments de la base, et donc il est nul sur C de N. Sinon, si M inférieur strictement à R, donc U à la puissance M de G de R de E de K, alors ça va être égal à E de K plus M. Si K il est compris entre R moins M, sinon ça va être égal à 0 si K il est supérieur strictement à R moins M. Parce qu'on va composer M fois. Alors si je dépasse R, ou bien j'arrive seulement à R, on obtiendrait si l'image de 0. Donc ici, pour le ker, c'est facile, c'est à l'absence. Cet endomorphisme est toujours nul. Donc le ker de U à l'absence 1, M, c'est tout l'espace, c'est à l'absence R. Et là, elle resterait seulement un élément appartenant au ker de U à la puissance M, c'est seulement si X appartient à vect, à votre avis, appartient à où? Fiction à R appartient à N, non nul. On va considérer l'endomorphisme canoniquement associé à G de R et la base canonique de C à la puissance N, puisque cette matrice est la matrice de cet endomorphisme, G de R. Alors l'image de la base canonique de E de K, lorsque K compris entre 0 et R-1, ça va être EK plus 1, d'après la matrice. Sinon, lorsque K égale à R, la dernière colonne nous indique que ça égale à 0. Puis on va calculer E de G de R à la puissance M
pour n'importe quel M appartienne à N. Le cas qui est évident puisque U de G de R de E de R égale à 0, alors lorsque M dépasse R, nous pourrions faire cette composition qui est égale à 0 parce que U de R de G, R, il est nul sur tous les éléments de la base. Donc on va avoir tout, c'est 0. U de R de G de R de E de 1, c'est exactement U de G de R. On va rajouter juste R moins 1, c'est E de R égale à 0. Ainsi de suite pour les autres aussi. Maintenant, on va discuter lorsque M est inférieur à R. Donc là, je pourrais trouver le caire de cet endomorphisme. Ainsi, je pourrais trouver le caire de G2 à l'absence, G de R à l'absence, G de R à l'absence M. Maintenant, lorsque M est inférieur strictement à R, pour calculer l'image de E de K, ça dépend. Est-ce que K plus M, ça va être supérieur à R ou bien inférieur à R? Alors, dans le premier cas, on va obtenir E de K plus M lorsque K compte entre 0 et R moins M. Donc, on n'arrivera pas à R plus 1. Et lorsque K supérieur ou égal à R moins M plus 1, donc l'image de E de K, ça va être égal à 0. On en déduit, dans le premier cas, lorsque R et M est supérieur à R, puisque U à la puissance M, c'est l'application nulle, alors le caire, c'est C à la puissance N. Et dans le cas où G de R, U de M, elle est inférieure strictement à R, on obtiendrait, on a trouvé que U de G de R de M, elle est nulle sur tous les vecteurs entre R moins 1 plus 1 et R. Et donc, elle est engendrée par ces vecteurs-là, de E de R moins 1 plus 1 jusqu'à E de R. Nous pourrions le encore justifier par une phrase, par exemple, parce que Cx qui s'écrivent sous cette forme dans la base canonique appartiennent à L-Caire. Si on compose, on va obtenir 0, puisque les éléments qui sont compris entre R-1, R-1 plus 1 et R, ils sont nuls. Il reste seulement les cas compris entre 0 et R-1. Ceci est égal à 0 parce qu'il appartient à L-Caire. Et puisque ça, c'est une famille libre, c'est une sous-famille d'une base, donc il est libre, alors les alpha K, pour K compris entre 0 et R-M, ce sont nuls. Ce qui équivaut à ce que X s'écrit comme combinaison des E de I, où I compris entre R-1 plus 1 et R. Finalement, pour n'importe quel M, dimension de caire de GR à la puissance M, c'est la même dimension que celle de caire de U de G de R à la puissance M. On a trouvé lorsque M est supérieur ou égal à 1, cet espace c'est à la puissance N. Et donc la dimension c'est exactement N, ou bien R, pardon. Et lorsque M est inférieur strictement à R supérieur ou égal à 0, la dimension c'est M. Parce que cette base-là contient combien de vecteurs? Combien? R moins 1 plus 1 plus 1, qui est égal à M. Pour K appartienne à une étoile, la question c'était de calculer gamma de K de G de R, qui est par définition égal à cette quantité-là. On va remplacer selon la position de K. Lorsque K supérieur strictement à R, donc tous ces sous-espaces, ce sont des dimensions de dimension R, donc on va avoir 0. Et lorsque K égale à R,
Alors, pour R plus 1, la dimension c'est R, pour R, la dimension c'est R, et pour R moins 1, la dimension c'est R moins 1. Donc on va avoir ici 1. La dernière, lorsque K il est inférieur strictement à R, donc la dimension de ker de G de R2 à la puissance K moins 1, on va utiliser ceci. Ça va être égal à K moins 1 plus 2K moins K plus 1. On a obtenu finalement le résultat demandé lorsque K égale à R, gamma de K de G de R égale à 1, et lorsque K est différent, c'est 0. Question C. Si vous avez deux matrices M1, M2, carré, telles que M égale diagonale de M1, M2, c'est une matrice par bloc, démontrer la relation dimension de Ker de M égale dimension de Ker de M1 plus dimension de Ker de M2. Puis, on déduit pour n'importe quel cas non nul, gamma de K de M égale gamma de K de M1 plus gamma de K de M2. La matrice M, elle est de la forme suivante, où M1, c'est une matrice carrée de taille P1 par exemple, celle-là de taille P2, deux matrices carrées. On aimerait bien trouver que la dimension de Ker de M égale la somme des dimensions de Ker. Alors, c'est pas évident de écrire le Ker de M en fonction de Ker de M1 et M2, parce qu'ils ne sont pas dans le même espace. Alors, par contre, bien sûr, nous pourrions considérer une application qui lie ces deux Ker de M et Ker de M1 et Ker de M2. Et on pourra aussi penser par le théorème de rang, parce que c'est facile de prouver le rang de M égale le rang de M1 plus le rang de M2. Et dès qu'on vérifie ceci, on utilisera le théorème de rang, parce qu'on sait que la dimension de Ker de M plus le rang de M égale à la dimension de l'espace en ce processus si M appartient à MNC. Voilà, et on tombera directement sur la relation. Et pour prouver que cette égalité, donc vous avez déjà vu dans le cours que M1, par exemple, si le rang de M1 égale à R1, alors elle est semblable à une matrice de la forme suivante. IR et 0. De même, M2, ça va être semblable à une matrice sur la forme suivante, IR2, 0, une matrice par bloc. Et donc, on va considérer la matrice suivante, qui est égale à ça, si j'appelle ça A1, ça c'est A2. Alors, M, on va démontrer qu'elle est équivalente à la matrice diagonale par bloc A1, A2. Et donc, ils sont équivalentes ou bien semblables. Alors, la matrice, le rang de M, égale le rang de cette matrice-là, qui est égal au rang de A1, qui est R, plus le rang de A2, qui est R2. Et on obtiendrait le résultat lorsqu'on applique le théorème de rang. Et si on arrive à démontrer le premier point, alors pour n'importe quel K appartient à M, on pourra appliquer ceci aussi sur la matrice M à la puissance K, parce que M à la puissance K, on fait le produit par bloc, ce sont des matrices carrées. Donc ça va toujours égal à ceci. Et on applique le résultat obtenu au premier point. On obtiendra que gamma K de M égale gamma K de M1 plus gamma K de M2. Alors on va considérer la matrice M qui est égale à diag M1, M2 appartient à MNC. Avec M1 est de taille N1 et M2 est de taille N2. On souhaite démontrer que le rang de M égale le rang de M1 plus le rang de M2. Notons par exemple R1 sur le rang de M1, R2 le rang de M2. Il existe PQ1 appartient à GLN1 et PQ2 appartient à GLN2.
de C tel que M1 est semblable à une matrice de la forme suivante, A2 et A1. Avec A1, c'est diagonale de IR1, parce que la matrice M1 est de rang R1. De même pour A2. Et on en déduit que diagonale la matrice définie par bloc P1, P2, fois la matrice M, fois cette matrice-là, on va obtenir, si on fait le produit par bloc, on obtiendra que est égal à diagonale la matrice diagonale de A1, A2. Or, ces deux matrices sont semblables parce que P1, P2 est semblable et Q1, Q2 sont semblables. Donc, pardon, je voulais dire elles sont inversibles. Donc ces deux matrices sont aussi inversibles et alors on obtient que le rang de M, qui cette matrice, égale le rang de cette matrice, parce qu'elles sont semblables. Et donc, ça égale encore une fois le rang de A1 plus le rang de A2, qui est égal à R1 plus R2. C'est clair que le rang de cette matrice, c'est R1, et le rang de A2, c'est R2. On a obtenu finalement le résultat demandé que le rang de M égale le rang de M1 plus le rang de M2. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer le théorème de rang. On va obtenir n moins la dimension de ker de M égale à n1 moins la dimension de ker de M1 plus n2 moins la dimension de ker de M2. Ça, exactement, c'est le rang de M2. Ici, on a M2 qui est égal, si on simplifie, parce que n1 plus n2, c'est égal à n. On obtiendrait que la dimension de Ker de M égale la dimension de Ker de M1 plus dimension de Ker de M2. Et nous pourrions appliquer cette égalité-là, qu'on va l'appeler alpha, pour n sur mk, où k appartient à n, parce que m à la puissance k égale à défini comme suivant. Donc on applique ce résultat, on obtient ceci, pour n'importe quel k appartient à n. Finalement, on en déduit que pour tout cas non nul, gamma de k de m égale gamma de k de m1 plus gamma de k de m2. Dans cette partie, algèbre linéaire sur les polynômes de Laurent, on va considérer l'espace des polynômes de Laurent et le espace noté C de x plus moins 1 de C de x engendré par la famille x à la puissance k où k appartient à z. C'est une suralgèbre de C de x notée D. On note D égale à x moins 1 de C de x moins 1, le sous-espace de C de x plus moins 1 engendré par la famille dont les puissances sont négatives, x moins à la puissance moins g où g appartient à n étoile. C'est un supplémentaire de C de x dans C de x plus moins 1. Autrement, C de x plus ou moins 1 égale à D plus l'espace des polynômes à coefficient dans C. On va considérer P, la projection sur D d'un polynôme de Laurent. Donc si par exemple f s'écrit sous cette forme, dans C de x plus 1 moins 1, c'est-à-dire il y aura des puissances négatives et des puissances positives, alors la projection sur D, on va laisser seulement la composante qui contient les puissances négatives. Donc la projection sur D. Alors dans toute cette partie, Xi est une application linéaire de C de x plus 1 moins 1 vers D. C'est une application linéaire qui associe à chaque polynôme de Laurent la projection de x fois f. Donc l'image par x chapeau, xi chapeau de f, c'est la projection de x fois f. Et on considère que xi, c'est la restriction de xi chapeau sur D, l'endomorphisme induit. Premièrement, pour f appartient à un polynôme de Laurent, démontrer que xi chapeau de la projection de f égale xi chapeau de f. Deuxièmement, pour p un polynôme, c'est-à-dire appartient à c de x, f un élément de D, c'est-à-dire appartient à l'ensemble des polynômes dont toutes les puissances sont négatives.
Démontrer que P appliqué à xi de f égale la projection appliquée au polynôme P fois f. Image un noyau de puissance de xi, soit un entier naturel, démontrer que xi à la puissance n est surjectif, et donner une base du noyau de xi à la puissance n. Finalement, sous-espace cyclique, pour R un entier naturel non nul, démontrer que le plus petit sous-espace D de R de D contenant x à la puissance moins R est à la fois stable par xi, admet pour base x à la puissance k moins R, où k compris entre 0 et R moins 1. Écrire la matrice de l'endomorphisme xi de D de R induite par xi sur D de R dans cette base. Partie 2, algèbre linéaire sur le polynôme de Laurent. L'espace des polynômes de Laurent et l'espace note ici de x plus moins 1 qui est engendré par les éléments de la famille x à la puissance k où k appartient à z. C'est une sous-algèbre de C de x. On note D, ce espace qui est engendré par x moins g à la puissance x à la puissance moins g où g appartient à n étoiles. C'est-à-dire les puissances qui sont négatives, strictement négatives. C'est un supplémentaire de C de x dans C de x plus 1. Alors, on va considérer une application qui représente la projection sur D. Par exemple, si vous avez f, un élément de un polynôme de Laurent, qui est égal à k de moins p jusqu'à q, f de k à x à la puissance k, alors la projection de f sur D, on va prendre seulement la partie qui appartient à D, c'est-à-dire k égale à moins p jusqu'à moins 1, f de q, x à la puissance k, les puissances négatives. La troisième question, on va étudier l'application linéaire xi-chapeau et l'endomorphisme xi. Tel que xi, c'est l'application linéaire qui à chaque polynôme de Laurent f associe la projection des polynômes x fois f. Xi, c'est la restriction de xi-chapeau sur D. Premièrement, démontrer pour un polynôme de Laurent f, un polynôme, que xi-chapeau de P de f égale à xi-chapeau de f. Et pour un polynôme P quelconque, f, un élément de D, démontrer que P de C appliqué à f égale à la projection de P fois f. Pour la première question, autrement, il demande de démontrer que 0 P c'est exactement égal à xi chapeau. Ce sont deux applications. On sait que la projection, c'est une application linéaire. Xi chapeau aussi est une application linéaire. On va démontrer que ces deux applications sont égales. Alors, il suffit, pour démontrer deux applications égales, soit juste de démontrer qu'elles sont égales sur une partie génératrice de l'espace sur lequel on travaille. On travaille ici sur C de x plus ou moins 1, les polynômes de Laurent. Donc, on va juste, déjà, on a une famille génératrice, ce sont les x à la puissance k, où k appartient à z. Donc, il suffit juste de démontrer que x à la puissance k, appliqué à x à la puissance k, égale à ceci. Et donc, si on développe ça de l'autre côté, ça fait xi chapeau par définition de P de x à la puissance k égale, encore une fois, appliquer xi chapeau, c'est appliquer la projection et multiplier par P. Alors, c'est la projection de x fois P de x. Voilà, c'est ça, xi chapeau, qui est égal, autrement, et celui-là, c'est égal à P de x fois x à la puissance k, la projection de x fois x à la puissance k. Est-ce que ces deux sont égales? Alors, on sait que la projection de x à la puissance k égale à soit 0, si k il est supérieur ou égal à 0, k appartient à n, parce que la projection, ça va être. Sinon, si elle-même, si x à la puissance k, la projection sur d, lorsque k il est inférieur ou égal à moins 1.
Voilà, on discute les cas et on va trouver que ces deux-là sont toujours égales pour n'importe quel cas. Et puisque ces deux applications sont linéaires, qui sont égales sur une famille génératrice de ces deux des polynômes de Laurent, donc elles sont égales. Comme on vient de le dire, nous devrions seulement démontrer pour n'importe quel cas appartiennent à Z que c'est de P de x à la puissance k égale à C chapeau de x à la puissance k. Et ça est égal encore une fois, si on applique xi chapeau, c'est P de x à la puissance k. On a appliqué xi chapeau. C'est ça ce qu'on doit démontrer. Alors, on va détailler cette expression. Pourquoi il suffit juste de démontrer ça? Parce que cette famille est génératrice et ces deux applications sont linéaires. Alors, on va prendre un cas appartient à Z. Xi chapeau appliqué à P de x à la puissance k, c'est un élément qui appartient à F. Alors, ça, c'est égal à P de x fois P2. C'est comme si on a appliqué ça sur F et ça c'est ça exactement F. Alors, on va calculer ceci. Donc, ça va donner égal à P de x fois P de x à la puissance k. Pour calculer P de x à la puissance k, nous devrions discuter selon les valeurs de k. Si elle est supérieure ou égale à 0 et si elle est inférieure à moins 1. Si elle est inférieure ou égale à moins 1, la projection de x à la puissance k, c'est elle-même, c'est x à la puissance k. Et lorsque k est positif, la projection c'est nul, parce qu'elle appartient à un supplémentaire. Et donc, ça c'est égal à 0. P est une application linéaire, c'est la projection. Et est égal encore une fois, c'est ça notre objectif, on veut démontrer ceci. Égal P de x à la puissance k plus 1. Parce que k plus 1 aussi, ça va être appartient à n. Donc la projection sur D, ça va être égal à 0. Alors dans tous les cas, on a trouvé que xi de chapeau de P de x à la puissance k égale à P de x fois x à la puissance k. Et ça, c'est exactement la définition de xi chapeau de appliqué à x à la puissance k. Donc on a prouvé pour n'importe quel cas appartient à Z, xi chapeau de P de x à la puissance k égale à xi chapeau de x à la puissance k. Alors, quel que soit f appartient à c de x plus moins 1, qui est engendré par cette famille-là, on a xi chapeau de P de f égale à xi chapeau de f, c'est-à-dire xi chapeau de P égale à xi chapeau. Nous allons démontrer maintenant pour un P un polynôme, f un élément de D, que P de psi xi de f égale à la projection de P fois f. Afin de démontrer P de psi xi appliqué à f égale à P de f. Normalement, si on considère un polynôme, f appartient à D, qui s'écrit sous cette forme. Ça, c'est égal à k égale à 0 jusqu'à n, à k, c'est à la puissance k. Parce qu'on a xi est un endomorphisme de D. C'est égal exactement xi chapeau, la projection, la restriction sur D de xi. Et donc, c'est un endomorphisme, c'est une application linéaire et qui est stable par D. Comment on peut démontrer que ça, appliqué à f, égale à P? Normalement, P de P, c'est-à-dire la somme de K égale à 0 jusqu'à M, x à la puissance K fois AK fois F. Alors, on sait que P est une application, c'est la projection, est une application linéaire. Normalement, on doit démontrer que AK fois P de x à la puissance K de f.
par la linéarité de P. Alors je dois démontrer que ça égale à ceci. Donc autrement, on doit démontrer que xi appliqué à f égale à P de x à la puissance k fois f. Ce que l'on peut démontrer par référence, parce qu'on a déjà xi, si xi chapeau, par exemple xi de f, si xi chapeau de f, voilà, si on compose, f est un élément appartient à D, si on compose plusieurs fois, on va obtenir par exemple xi au carré chapeau de f, donc si xi appliqué à f c'est p de 2 fois j'applique, donc x fois x, j'obtiendrai x au carré de f. Essayez de prouver ça par référence, et si on arrive, c'est bon, c'est terminé. Soit f un élément de D, on sait que xi égale à xi chapeau sur D, qui est un endomorphisme de D, et on a P de psi chapeau, c'est cette somme-là, c'est une polynôme appliquée à l'endomorphisme psi. On va essayer de calculer psi, P de psi, xi de f. Alors c'est x, xi à la puissance k de f, qui est égal, encore une fois, xi chapeau de f. On n'oublie pas que f appartient à D. Or, xi chapeau de f égale à P2 fois x fois f. Alors, par référence, on peut démontrer, quel que soit k appartient à n, que xi chapeau de à la puissance k de f égale à P de x à la puissance k de f. Qui est valable aussi lorsque k égale à 0, on peut le vérifier, parce que xi chapeau à la puissance 0, c'est l'identité de appliquer à f égale à f. Bien sûr, on doit considérer ici la restriction sur D, pour qu'on puisse avoir l'identité de D. Et puisque cet élément appartient à D, donc l'image c'est lui-même. Même pour xi, en général, sans la restriction sur D, égale à la projection de f sur D, parce que cet élément il est déjà dans D, donc f égale à la projection sur D. Alors je vais remplacer P de x à la puissance k fois f à la place de xi à la puissance k de f, et on utilisera la linéarité de P pour obtenir le résultat demandé. Par la linéarité de P, comme on vient de le dire, on a P est linéaire, donc c'est P de cette somme-là, égale à P de P fois F. Et c'est ça ce qui est demandé pour n'importe quel polynôme appartient à C de X, F appartient à D, P de xi de F égale à P fois F. Dans la question 4, il demande de déterminer l'image et le noyau des puissances de xi. C'est-à-dire pour n appartient à un entier naturel, démontrer que xi de n est surjective, c'est-à-dire que xi de n à la puissance n de D, c'est D, et donner une base du noyau de xi de n. Xi de n est surjectif si on prend un f appartient à D, est-ce qu'il admet un antécédent par xi de n? Normalement, xi de n appliqué à notre f1, on cherche f1, ça va être par définition, c'est quoi? C'est la projection de f1 appartient à D, c'est la projection, parce que xi, c'est la restriction de xi chapeau, on a déjà démontré ici xi fois f1. Alors il suffit juste de prendre f1, je sais que la projection de f c'est f, car f est un élément de D, alors je prendrai f égale à x moins à la puissance n fois f.
Et comme ça, je peux resimplifier. Ça reste toujours, ça c'est un élément de D, pour ce celui-là, c'est une seule algèbre, donc il reste dans D. Voilà, on vient de prouver que xi à la puissance n est surjectif. Et l'antécédent de f, c'est x à la puissance moins n de f. Maintenant, le noyau. Donc, un élément f appartient à le quart de xi de n, ce qui équivaut à ce que xi de n appliqué à f égale à 0. Ça, c'est exactement la projection de x à la puissance n fois f égale à 0. Bien sûr, on cherche f appartient à d. Alors, x à la puissance n fois f, puisque la projection sur d égale à 0, donc ça, c'est un polynôme. On est d'accord. Ils sont supplémentaires. Donc, puisqu'il n'appartient pas à d, et la projection sur d égale à 0, ça, c'est un polynôme. Alors, f appartient à x à la puissance moins n fois c de x. C'est-à-dire tous les polynômes, f s'écrit sous la forme suivante, x à la puissance n moins fois p. P appartient à c de x. Mais il faut que ce f-là reste dans D. C'est-à-dire on doit avoir seulement des puissances négatives. Et donc une famille génératrice, c'est x à la puissance moins n jusqu'à x à la puissance moins 1. Ça, c'est une famille génératrice et libre à la fois. Donc c'est une base de quart de xi à la puissance n. On a, pour n appartient à n, xi de n est surjectif. Xi de n est un endomorphisme déjà de D. Pour f choisi dans D, on va chercher un antécédent tel que l'image par xi à la puissance n égale à f. Alors ça, c'est P de la projection de x à la puissance n fois x à la puissance moins n. Et d'après la question précédente, on considère ça, c'est notre polynôme. Donc P de P fois f, c'est exactement xi, P de xi, appliqué à f. Donc on obtiendrait, c'est, d'après la question précédente, xi à la puissance n de xi moins 1 à la moins n fois f. Or, cet élément, il est dans D, parce que ça, il est dans D, et celui-là dans D. Donc, xi de n est surjectif. Une base de quart de xi de n, un élément appartient à quart, c'est-à-dire appartient à D, x à la puissance n de f égale à 0. Autrement, il faut que f soit dans D, et ça, il faut qu'il soit un polynôme pour que sa projection soit nulle. Et donc, f appartient à x à la puissance moins n, c'est de x, et en n'oubliant pas qu'il soit dans D. C'est D, l'intersection de ces deux sous-espaces, c'est exactement vecte de x moins n jusqu'à qui est une famille génératrice de quart de xi à la puissance n, et une sous-famille d'une famille libre, donc elle est libre, c'est une base de. En n'oubliant pas lorsque n égale à 0, on obtiendrait que le quart de l'identité de D qui est égale à 0. Et donc une base, c'est l'ensemble vide, c'est une base de le quart de psi, pardon. Quart de xi à la puissance 0. Ce espace cyclique, pour R appartient à n étoile, démontrer que le plus petit sous-espace D de R de D contenant x à la puissance moins R est stable par xi, admet pour base la famille x à la puissance k moins R, ou k compris entre 0 et R moins 1, puis écrire l'endomorphisme, la matrice de l'endomorphisme xi sur D de R, induite par xi sur D de R dans cette base, afin de démontrer le plus petit sous-espace contenant x à la puissance moins R est stable à la fois par xi et admet comme base cet élément-là. Ça revient à démontrer, par exemple, si on pose à démontrer le sous-espace x à la puissance k,
engendrée par cette famille-là, on doit démontrer qu'elle contient premièrement x à la puissance moins r, stable par xi, et on démontre si il existe un autre sous-espace V, par exemple, ou bien V, tel que qui vérifie ces deux conditions, alors il va contenir notre espace, on va l'appeler H. Alors H est inclus donc c'est le plus petit au sens de l'inclusion. Premièrement, H est un sous-espace, puis contient x à la puissance moins r, lorsqu'on remplace k par 0, donc elle contient x à la puissance moins r. Stable, est-ce qu'elle est stable par xi? Oui. Xi de les éléments de la base de x à la puissance k moins r, c'est lui-même, normalement c'est p appliqué à de x à la puissance x k moins r, qui est égal à, ça va être lui-même lorsque k plus 1 moins r est négatif, et sinon c'est 0. Donc égal à x à la puissance k plus 1 moins r. Lorsque k il est inférieur ou égal à r moins 2 et supérieur ou égal à 0. Sinon, si k égale à r moins 1, c'est 0. L'essentiel, c'est toujours reste dans H. Donc H il est stable. Maintenant, si on considère un autre sous-espace qui vérifie ces deux conditions, on doit démontrer que H est inclus dans V pour que H soit le plus petit. Alors, pour démontrer que H est inclus dans V, il suffit juste de démontrer que les éléments de la base ils sont dans V. Alors, la première chose qu'il vérifie ce espace V, c'est qu'il contient x à la puissance moins r est stable par xi. Donc, est-ce que les éléments de la base de H appartiennent à V? C'est ça ce qu'on doit démontrer. Alors, je dois l'écrire en fonction de x à la puissance moins r. Et on sait que xi de x à la puissance moins r, ça va rester aussi dans V parce que V est stable par xi, qui est égal à P de x fois x à la puissance moins r. Donc on va avoir x à la puissance 1 moins r appartiennent aussi. Donc en général, on va appliquer, normalement ça c'est P de x à la puissance k appliqué à x à la puissance moins r. Parce que cette quantité-là, k moins r, c'est négatif, alors la projection c'est elle-même. On a déjà démontré, ça c'est xi de k de x à la puissance moins r. Or, cet élément appartient à V. V stable par xi, donc stable aussi par x à la puissance k. Alors ça appartient à V, quel que soit k. Les éléments de la base sont contenus dans V, donc le sous-espace engendré par cette base aussi, ça va être dans V parce que c'est une V, c'est un sous-espace. Voilà, et on a démontré le résultat demandé. Il reste juste à vérifier ou bien déterminer la matrice de D de R dans cette base donnée qu'on vient de préciser. Donc on a trouvé que l'image de xi, pardon, ici c'est xi, oui, xi de D de R. Alors il suffit juste de calculer les images de x à la puissance k moins r. On l'a déjà dit que ça c'est égal à x plus 1 moins r. Si k inférieur à r moins 2, 0 sinon. Donc ça, la matrice c'est la matrice suivante, 0, ainsi de suite. Et le dernier élément, lorsque k égale à r moins 1, on va avoir la matrice nulle. Donc c'est exactement la matrice de cet endomorphisme, c'est G de R. Alors, on va noter H égale vecteur X à l'absence K moins R ou K compris entre 0 et R moins 1. Premièrement, ça c'est un sous-espace parce qu'il s'écrit sur la forme vect, contient X à la puissance moins R, c'est la première chose.
de D, parce que tous ces éléments sont dans D. H est stable par Xi, pour K appartient à 0, R-1. Si on calcule l'image de X à la puissance K moins R, par définition de Xi, c'est P de X de cet élément, il est dans D. Xi, c'est la restriction de Xi chapeau, donc c'est P de X appliqué à X à la puissance K moins R. La projection sur D de ce polynôme, ou bien le polynôme de Laurent, c'est X à la puissance, c'est elle-même, lui-même lorsque K moins R plus 1 inférieur à moins 1, c'est-à-dire lorsque K inférieur à R moins 2, et lorsque K égale à R moins 1, on va obtenir un élément dans C de X, un polynôme, et la projection sur D, c'est 0. Et alors, Xi de X à la puissance K moins R, dans tous les cas, ça c'est un élément de H, et aussi 0 est un élément de H. Donc dans tous les cas, on a démontré que H est un sous-espace stable par Xi, parce que c'est une application linéaire, et les éléments de la base sont inclus, appartiennent à H, donc n'importe quel élément, ça va être ici dans H. H est stable par Xi. Est-ce que H est minimal au sens de l'inclusion, c'est-à-dire si le plus petit qui contient X à la puissance moins R est stable par Xi? Alors on va considérer W, un sous-espace de D contenant X moins R est stable par Xi. Alors pour n'importe quel K compris entre 0 et R moins 1, je dois démontrer que W inclus dans, H est inclus dans W. Et comme H est engendré par X à la puissance K moins R, et W c'est un sous-espace, il suffit juste de démontrer que les éléments de la base ils sont ici. Alors on a l'information que X moins R appartiennent. Alors je pourrais écrire ça c'est comme la projection, parce que ça, la projection de lui, c'est lui-même, ça c'est un élément de D, qui est égal à Xi à la puissance K de X moins R, or, appartient à W. Pourquoi? Parce que tout simplement, Xi, ou bien H, W est stable par Xi, et X moins R, il est stable, appartient à W. Alors si je compose plusieurs fois par Xi, ça va rester toujours dans W. Donc, on vient de démontrer que H qui est égal à vect de cette famille, il va être aussi inclus dans W parce que W est un seul espace, alors stable par les combinaisons linéaires. Conclusion, donc H c'est le plus petit qui est stable par Xi et qui contient X à la puissance moins R, et à la fois cet élément-là, cette famille-là est une base de H, et H c'est exactement D de R. La matrice de la restriction de Xi sur D de R. Alors pour le premier, si je calcule l'image de X à la puissance pour K égale à 0, on va obtenir X 1, 0, ainsi de suite. Pour la matrice suivante, 0, 0, 1, ainsi de suite. Parce que on a déjà Xi de X à la puissance K moins R. Si X à la puissance K moins R plus 1. Donc on rajoute 1. Si on écrit les éléments de la base ici, X à la puissance, le premier élément, c'est pour K égale à 0, donc moins R moins 1, X à la puissance moins R, ainsi de suite, jusqu'à on arrive à K égale à R moins 1, qui est égal à 0. Donc c'est facile à faire. On trouvera que la matrice est exactement G de R. La partie 3 est consacrée pour les prolongements compatibles. On va considérer V un espace de dimension finie, muni d'un endomorphisme U, nilpotent, et
On suppose qu'il existe un sous-espace W de V stable par U, une application phi de W vers D, telle que xi rho phi égale à phi rho U, la restriction de U sur W. Étant donné un seul espace W' de V qui contient W et qui est stable par U, on dit que phi admet un prolongement à W' compatible avec U s'il existe une application linéaire phi' de W' vers D telle que la restriction de phi' à W est phi et que xi rho phi' égale à phi' rho U W'. Autrement, c'est un prolongement de phi et qui vérifie cette propriété pas seulement sur W, mais sur un sous-espace plus grand, sur W' qui contient W. Le but de cette partie est de démontrer que phi admet un prolongement AV compatible avec U. Alors dans la question 6, prolongement compatible avec U donné par un vecteur, on considère que W est strictement inclus dans V et on fixe un élément qui appartient à V et non dans W. Premièrement, démontrer que cet ensemble est un idéal de C de X. Deuxièmement, démontrer qu'il existe un entier naturel n, tel que x à la puissance n appartient à G. On déduit que G est engendré par x à la puissance R pour un entier R. W', c'est le espace qui est égal P de U de V plus W, où P appartient à C de X, et W appartient à W. Vérifier que W' contient W et aussi V, et qu'il est stable par U. On va noter G de V, c'est l'image de U à la puissance R de V par phi. Démontrer qu'il existe un élément f de V de D, tel que G de V égale à xi à la puissance R de f de V. Pour P un polynôme, W un élément de W, démontrer que P de U, si P de U de V égale à W, alors P de xi de f de V égale à phi de W. F, pour X un élément de W', P un polynôme, W un élément de W, tel que X égale à P de U de V plus W, démontrer que l'élément phi' de X défini par P appliqué à xi, appliqué à f de V, plus phi de W ne dépend que de X, et pas du choix de P ou bien W. Et vérifie que l'application phi' ainsi définie est un prolongement de phi à W' compatible avec U. Finalement, prolongement à V compatible avec U, l'objectif de cette partie, démontrer que phi admet un prolongement xi à V compatible avec U. Prolongement compatible. V, un espace de dimension finie, muni d'un endomorphisme unipetant. On suppose qu'il existe un sous-espace W de V, stable par U, une application phi de W vers D, telle que xi de rho phi égale à phi rho U, la restriction sur W. Étant donné un sous-espace W' de V qui contient W et qui est stable par U, on dit que phi admet un prolongement W' compatible avec U s'il existe une application phi' qui est définie de W' vers D, en n'oubliant pas que W' contient W, telle que la restriction de phi' à W égale à phi, et xi de rho phi' égale à phi' rho U de W'. Donc c'est un prolongement de phi et qui vérifie cette propriété sur oméga prime, pardon, W'. Le but de cette partie est de démontrer que phi admet un prolongement à V compatible avec U. C'est-à-dire un prolongement sur V dont la restriction sur W égale à phi et qui vérifie cette propriété-là pour le prolongement phi'. Question 6, prolongement compatible avec U donné par un vecteur. Dans cette question, on suppose que W est strictement inclus dans V. Et on fixe un vecteur V de V qui n'appartient pas à W. Premièrement, démontrer que l'ensemble suivant G
des polynômes tels que P de U de V appartiennent à W est un idéal de C de X. On peut vérifier facilement que c'est un idéal. Premièrement, il est non vide. On va vérifier l'élément nul, neutre pour l'addition, 0. Le polynôme nul appartient à G, parce que 0 de ici est l'application nulle, appliquée à V, c'est toujours 0, qui appartient à W, qui est un sous-espace. 2 plus G plus est un sous-groupe de C de X plus. Si on prend deux éléments de G, P et Q, et on fait la différence, P moins Q, est-ce qu'elle va rester dans W? Alors on a P moins Q de U de V égale à P de U de V moins Q de U de V, parce que ce sont des applications linéaires, et qui appartiennent à W, parce que les deux sont dans W, et W est un sous-espace. Alors elle est stable par les combinaisons linéaires. Voilà, on vient de démontrer que c'est un sous-groupe de C de X. Il reste à vérifier l'absorption. Alors on va prendre un P appartient à G, Q est un polynôme. On va démontrer que P fois Q reste dans G. On a P de U de V appartient à W par définition de G, parce qu'on a choisi P appartient à G. Alors on peut démontrer, pour appliquer Q à P, puisque W est stable par U, alors U à l'absence K aussi est stable par U, quel que soit K appartient à N. Donc on a U à l'absence K de W est inclus dans W, en particulier pour l'élément P de U de V, que c'est un élément de W, alors son image par U à l'absence K restera dans W. Et donc si on applique un polynôme Q fois P appliqué à U, alors ça va être égal comme suivant. Or, cet élément, il est dans W, UK est stable par W, donc ça est dans W. De plus, W est un sous-espace, c'est-à-dire stable par les combinaisons linéaires. Voilà, on a obtenu finalement que Q fois P aussi appartient à G. Donc, Q fois P appartient à G, et G est un idéal de C de X. Démontrer qu'il existe un entier N, tel que X à l'absence N est dans G, on déduire que G est N et engendré par le monôme X à l'absence R pour un entier naturel R convenable que l'on ne demande pas de préciser. Premièrement, on aimerait bien justifier l'existence d'un entier N tel que X à l'absence N appartient à G. Donc pour que ce polynôme P de X égale à X à l'absence N soit dans G, il faudrait P de U de V, c'est-à-dire U à l'absence N appliqué à V appartient à G. Alors on a besoin de plus d'informations sur I. Alors on va revenir que U est un endomorphisme nilpotent. Et donc il existe un N tel que U à l'absence N égale à 0. Alors l'image de 0, si 0 appartient à W. Et donc X à l'absence N, c'est un élément de G. Voilà, ça vient du fait que U est nilpotent. Donc il existerait un N tel que U à l'absence N égale à 0, en particulier U à l'absence N de V égale à 0. 0 c'est un élément de W parce que W c'est un sous-espace contient 0. Et donc X à l'absence N appartient à G. Maintenant on va démontrer qu'il existerait un R tel que X à l'absence R engendre G. C'est-à-dire G égale à engendré par X à l'absence R. Autrement dit, égal à X à la puissance R fois C de X. Puisqu'on sait que C de X est un élément principal, n'importe quel idéal est engendré par un seul
élément, donc il existerait un polynôme unitaire qui engendre G, car c'est un idéal. De plus, on a x à la puissance n appartient à G, alors x à la puissance n divise delta. Parce que n'importe xn appartient à delta, engendré par delta, implique que x à la puissance n égale à delta fois un certain polynôme q. Et donc xn divise delta, ça veut dire que delta il est de la forme, on peut le choisir un polynôme unitaire, de la forme xr. Il existe un n appartient à n, tel que x à la puissance n appartient à g. En effet, l'endomorphisme u est nilpotent, alors il existerait un n appartient à n étoile tel que u à la puissance n égale à 0. Et donc p de x égale à x à la puissance n appartient à g, parce que si je remplace par u2 à la puissance n, ça c'est l'endomorphisme nul, égale à 0, qui appartient à w. C'est un sous-espace. Voilà, on va justifier maintenant qu'il existe un R tel que x à la puissance R engendre l'idéal G. Le fait que C de x est un anneau principal, je pourrais déduire l'existence d'un polynôme de C de x, de plus qu'il est unitaire, tel que G est engendré par delta. Or, x à la puissance n appartient à G, alors il divise, delta divise x à la puissance n. Et donc il va être sous la forme x à la puissance r, parce que les diviseurs de ce polynôme, ce sont des polynômes de ce genre-là, où r appartient à n. Conclusion, on a prouvé que G est engendré par un certain monôme de la forme x à la puissance r, où r est un entier. Dans la question C, il nous donne W', le sous-espace de V défini par P de U appliqué à V plus W, où P est un polynôme de C de X, W appartient à W. Vérifie que W' contient W et aussi l'élément V et qu'il est stable par U. Puis, on note G de V fait de U à la puissance R de V. Démontrer qu'il existe un élément F de V tel que de D tel que G de V égale à xi à la puissance R de F de V. W, il est inclus dans W', il faut juste prendre P égale à 0, et quel que soit W dans W, on pourra écrire P de U de V, c'est 0, plus W, ça reste dans W'. Et pour démontrer que V appartient, on choisit le polynôme 1, donc ça c'est facile aussi, et W égale à 0, appartient à W car c'est un sous-espace, donc c'est un élément de V2. Maintenant, est-ce qu'il est stable? Alors on va calculer, si on choisit un élément, sous cette forme-là, P de V plus W, est-ce qu'il est stable par U? Est-ce que U de ça reste appartient à W? Donc si je développe, ça fait U rho P de U appliqué à V plus U de W. En n'oubliant pas que U est stable par W, donc ça appartient à W. Je pourrais considérer le polynôme x fois P, et donc cet élément, il est dans W', et donc W', il est stable, pardon, ici, W', il est stable par U. Pour la question D, on a phi, ou bien G de V, égale à phi de U à la puissance R de V. Autrement, est-ce que G de V admet un antécédent par C à la puissance R? Déjà, on a démontré dans la question 4 que C à la puissance R, quel que soit R, elle est surjective. Donc, il suffit juste de démontrer que cet élément appartient à D. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, on a U à la puissance R de V, elle est
appartient à W, et phi, il est défini de W vers D. Donc cet élément-là, il appartient à D. Rappelez-vous que on a choisi R de telle sorte, c'est le polynôme qui engendre G. Engendre G, c'est-à-dire P de U de V appartient à W. Donc, c'est-à-dire U à l'absence R de V appartient à W. Voilà, et puisque cet élément il est dans D, donc il admet un antécédent par l'application, l'endomorphisme c'est à l'absence R qui est surjectif. Alors, premièrement, W est inclus dans W'. Pour P égale à polynôme nul, quel que soit W, on peut l'écrire P de U de V plus W, ça c'est 0, égale à W qui appartient à W'. V appartient à W', c'est la deuxième chose. On choisit le polynôme 1 qui appartient à C de X et W égale à 0. Alors, on a P de U de V plus l'identité de V, donc c'est V, appartient à W'. Finalement, est-ce que W' est stable par U? Alors on va choisir un élément appartient à W', c'est-à-dire P un polynôme et W un élément de W. On va démontrer que l'image par U de cet élément reste dans W'. Alors, U est une application, est un endomorphisme, alors ça fait U de P de U, V plus U de W. Or, U de W appartient à W parce que U est stable, W est stable par U. D'autre part, on pose le polynôme Q, qui est égal à X fois V. Alors on obtient que cet élément appartient à W'. Donc, notre sous-espace W' est stable par U. Maintenant, on va justifier l'existence d'un élément f de V tel que xi à l'absence R de f de V égale à G de V. On a U à l'absence R de V appartient à W parce que G est engendré par X à l'absence R fois C de X. Et ce sont les polynômes qui, tels que P de U, appliqués à V appartiennent à W. Et alors, phi de U à l'absence R de V appartient à D, parce que phi, il est défini de W vers D. Par la surjectivité de l'application xi à l'absence R, dans la question 4, on déduit qu'il existe un vecteur f de V appartient à D, tel que G de V égale à xi de R à l'absence R de f de V. Soit P un polynôme et soit oméga appartient à W, démontrer que P de U de V, si P de U de V appliqué à V égale à W, alors P de xi appliqué à f de V égale à phi de W. Rappelez-vous qu'on a xi rho phi égale à phi rho U, la restriction de U sur W. Et on sait que G de V égale à phi de U à l'absence R de V, et G de V égale à xi à la puissance R de f de V. Donc le point de départ, on va calculer phi de W. Normalement, c'est P de U appliqué à V. Cet élément, il appartient à W. Et donc, c'est comme ça, on va avoir une relation avec xi à la puissance R. Parce que puisque celui-là appartient à W, alors ça signifie que P appartient à G. Donc P s'écrit sur la forme x à la puissance R fois un certain Q. Et donc je pourrais l'écrire comme Q de U fois U à la puissance rho, U à la puissance R appliqué à V. Alors maintenant, il reste à avoir P de
appliqué à xi. Donc j'ai le droit de mettre ici U à la puissance R, ou bien ici, mais on aura besoin d'avoir G de V qui est égal à phi de U à la puissance R. Alors on a ici, bien évidemment, que puisque phi rho U sur W, on pourra l'échanger comme xi rho phi. Alors je pourrais changer ça, puisque cet élément il est dans W. Alors je considérais, c'est comme si je travaille avec la restriction sur W. Donc je vais avoir Q de psi, on a ici rho phi de appliqué à U à la puissance R de V. Alors de ce passage-là, ça égale à ça. Nous pourrions le démontrer par récurrence parce qu'on associe. On démontre, puisqu'on a xi Q de U, c'est un polynôme, on démontre que phi rho U à la puissance K appliqué à W égale à xi rho à la puissance K phi. C'est facile à le démontrer par récurrence, quel que soit K appartienne à N. Et donc, puisque Q s'écrit comme des monômes, en particulier, phi est une application linéaire, alors on a ce passage. D'autre part, maintenant je vais remplacer ça par f de g de v, qui est égal encore une fois xi de r, de f de v, et on obtiendrait, donc on obtient q epsilon rho xi à la puissance r appliqué à f de v. Ici, ça exactement notre P de xi appliqué à f de v. Alors, on va considérer Q tel que P égale à x à la puissance R fois Q. On a le droit parce que P appartient à G. Pourquoi? Parce que P de U appliqué à V, ça égale à W qui appartient à W. Et donc, on va commencer par phi de oméga W qui est égal à P de U de V. Et je remplace P par Q de U à la puissance R. Cet élément-là, il est dans W par définition parce que x à la puissance R appartient à G. Et là, j'ai permis Q phi rho Q de U égale à Q de psi rho phi. En effet, on va détailler ceci, ce passage. On a cet élément appartient à W et psi xi rho phi égale à phi rho U. Alors on peut démontrer par récurrence que xi à la puissance K phi égale à phi rho U à la puissance K de W. La restriction sur W de U. Elle est immédiate pour K égale à 0. On suppose qu'il est vrai pour K, on démontre pour K, il n'y a rien à démontrer, c'est facile. Et donc, on applique ici sur Q, avec, on considère si c'est ça Q, P à l'absence K de oméga, puisque phi est une application linéaire, donc on aura ce composé-là qui est égal à K égale à 0. Ici, on aura AK fois xi à l'absence K rho phi. Donc, je compose à gauche ou bien à droite par phi. On aura Q de xi rho phi. Voilà, d'où ce passage ici, d'ici à ici. Alors, on vient de démontrer ceci. Phi de U de R, normalement, c'est G de V. Or, G de V, c'est l'antécédent de F de V par xi à l'absence R. Alors, xi à l'absence R et Q de xi commute. Donc, ça, c'est exactement P de xi appliqué à F de V. Finalement, on a trouvé que xi de psi appliqué à F de V égale à phi de W.
soit x un élément de W', P un polynôme et W un élément de W. On pose x égale à P de U de V plus W, démontrer que l'élément phi' de x défini par P de xi appliqué à f de V plus phi de W ne dépend que de x et pas du choix de P et W. C'est-à-dire si on choisit un autre polynôme Q, un autre élément P W', de telle sorte que Q de U de V plus W' toujours égal à x, alors on aura toujours la même phi' de x. Vérifiez alors que l'application phi' ainsi définie est un prolongement de phi à W' compatible avec U. Il n'est pas demandé de vérifier que phi' est linéaire, ce que l'on admettra. Alors pour la première partie de la question, si on choisit x égale à P de 1 de U appliqué à V plus W1 égale encore une fois P de 2 de U à notre polynôme appliqué à V plus W2. On doit démontrer que toujours phi' de x égale à P de 1 de xi appliqué à f de v plus phi de oméga 1. Ou bien égal à P appliqué à xi de xi f de v plus phi de oméga 2. Donc il reste invariant si on change P ou bien oméga W. Alors il suffit juste à partir de ça de faire la différence. Donc on va avoir 0. On va avoir polynôme P1 moins P2 appliqué à U appliqué à V égale à W 1 moins W2. Et on applique la question précédente sur tel que P égale à P1 moins P2, on obtiendrait que, alors, donc P de, ou bien, pardon, P de 1 moins P de 2, appliqué à xi de f de v, égale à phi de notre élément, oméga ici, si on a appliqué ceci, pour oméga égale à oméga 1 moins oméga 2, et P égale à P1 moins P2, égale à phi 1 moins phi 2. Par la linéarité de phi, on obtiendrait le résultat demandé que ces deux-là sont égales. Et donc, phi', ou bien l'élément phi' de x ne dépend que de x. Maintenant, on doit vérifier que phi' est un prolongement compatible à W' compatible avec U. C'est-à-dire qu'il faut vérifier d'abord que phi', si le prolongement de phi sur oméga prime. Donc, premièrement, phi' sur oméga, c'est égal à phi. Et deuxièmement, on doit démontrer que xi rho phi' à oméga prime égale à phi' rho u de oméga prime. On doit démontrer ces deux choses-là. Phi' de x ne dépend pas de P et de W. Si on considère deux polynômes et deux éléments de W tels que x égale à P1 de U appliqué à V plus W1, on va démontrer que P de psi de f de V, P1 de psi de f de 2, xi de f de f, V, plus phi de W1 égale à xi de P de 2 appliqué. Alors on a la différence égale à W2 moins W1 qui est dans W. Alors d'après la question précédente, E, on a, c'est ça notre polynôme P, appliqué à xi, égale à phi de, c'est ça notre W. Or, phi est linéaire. Cette application-là, elle est aussi linéaire. On applique P de 1 de xi à phi de V. Je déplace moins phi de 1, phi de W1 dans l'autre côté. J'obtiendrai que P de 1 de xi appliqué à f de V plus phi de W1 égale à
la même chose ici. On a ici plus. Et donc, on a démontré que phi' de x ne dépend que de x, et pas de p ou bien w. Maintenant, on va démontrer que phi' est un prolongement de phi à w' compatible avec u. Il faut d'abord démontrer que si, donc pour qu'elle soit, il faut que la restriction de phi' à w égale à phi, et il faut que xi de phi', rho phi' égale à phi' rho u sur w'. Il faudrait que phi' soit une application de w' vers d. Premièrement, la restriction de phi' sur w, c'est phi. Alors il suffit juste de choisir un élément de w. On va choisir le polynôme parce que phi' est défini comme un polynôme sur un élément qui s'écrit sous la forme p de u de v plus w. Donc si j'aimerais bien exprimer un élément de w, je dois choisir le polynôme nul. Donc x égale à, il est sous cette forme-là, et d'après la définition de phi' égale à phi' de x, c'est phi' de w, qui est égal, encore une fois, phi de w. Parce que, car p appliqué à xi, c'est 0. P, c'est le polynôme nul. Voilà, on vient de démontrer que phi' et phi se coïncident sur w. Phi' est défini sur oméga', qui est égal à les éléments qui s'écrivent sur la forme p de u de v plus w, où p est un polynôme et w appartient à w. Est-ce qu'il a des valeurs dans d? Oui, parce que xi, p de xi a valeur dans d. Rappelez-vous que xi est un endomorphisme de d, qui est la restriction de xi chapeau sur d. Et donc cet élément a valeur dans d, ça appartient à d. De plus, phi aussi, il a des valeurs dans d. Et donc, on a bien cette application qui est définie de w' vers d. Il reste à démontrer que xi rho phi' égale à phi' rho u w'. Donc on va choisir un élément de w', c'est-à-dire un polynôme iw, tel que on va démontrer xi rho phi appliqué à cet élément qui appartient à w', parce que les éléments s'écrivent sous cette forme-là. Phi' de ça, par définition, on a trouvé phi' de p de u de v plus w, c'est exactement p de xi plus appliqué à f de v plus phi de w. C'est ça ce qu'on a trouvé, la définition de phi' de x, où x égale à p de u de v plus w. On utilise le fait que xi est linéaire, xi rho p appliqué à f de v plus xi rho phi de w. Or, on a xi et phi commute, pardon, pas commute, il vérifie la propriété suivante, égale à phi rho u de w. On va voir ça après. Maintenant, on va détailler de l'autre côté, si on n'arrive pas à voir ceci. Alors, phi' u, on va appliquer sur le même élément. Donc, on utilisera la linéarité de l'endomorphisme. Alors, ça fait u de p de u de v plus u de w. Or, phi' de u' de u de w, il est dans w, parce que w est stable par u. Q de x égale à x fois p de x. Donc je vais appliquer la définition de phi' sur cet élément-là. C'est comme si vous avez Q de u appliqué à v plus un autre élément w1. Normalement, la définition c'est xi de appliqué à f de v plus phi' de w1. Donc on obtiendrait ceci.
ça c'est notre polynôme Q, plus phi' de cet élément qui appartient à W, qui est égal à xi de f de rho p de xi, appliqué f de v, et ça, ces deux endomorphismes commutent sur W, parce qu'on a phi' de U de W égale à phi de U de W égale à xi rho phi de W. On a déjà démontré au premier temps que phi, la restriction de phi' est égale à phi sur W. Et puisque cet élément appartient à W, donc c'est phi de U de W, et on a déjà phi rho U sur W égale à xi rho phi. Alors j'ai changé ça par xi rho phi. Voilà, on a trouvé que les deux sont égales, et ceci pour n'importe quel élément dans W', d'où on a trouvé le résultat demandé, c'est-à-dire xi rho phi' égale à phi' rho U W'. Et donc, phi' est un prolongement à W' qui est compatible avec U. Prolongement avec compatible avec U. Démontrer que phi admet un prolongement psi AV compatible avec U. On veut démontrer que psi phi xi rho psi égale à psi rho U, la restriction sur V. Et bien sûr, xi sur W, c'est égal à phi. Alors c'est un prolongement de phi. C'est ça ce qu'on va démontrer. On va noter l'ensemble suivant. A des dimensions L, où L est un sous-espace de V contenant W. Et phi se prolonge, il existe un prolongement phi prime de L vers V, compatible avec U. Alors cet ensemble-là, il est non vide. Pourquoi? Parce que la dimension de W appartient à A. Parce qu'on a xi rho phi égale à phi rho W. Donc c'est un prolongement de lui-même sur W, seulement sur W. Et la restriction de phi', on va poser phi' égale à phi. La restriction, c'est elle-même égale. Donc elle vérifie toutes ces conditions. W, il est inclus dans W. Il est inclus dans V. Voilà. Donc il est non vide. Et de plus, cette partie-là, elle est finie parce qu'elle est majorée par la dimension de V. Rappelez-vous qu'on a V un espace de dimension fini. Donc, alors A admet un maximum. C'est une partie de N qui est finie, donc elle admet un non vide, elle admettra un maximum. On va considérer H le sous-espace de V contenu dans W, tel que la dimension de H égale à max de A. Il existerait, parce que ce max existe. Alors, et on va considérer aussi, puisqu'il est dans cet ensemble A, alors parmi les contraintes, l'existence d'un prolongement de H vers V qui est compatible avec U. Si H est différent de V, on va raisonner par l'absurde, on va trouver une contradiction. Alors, comme depuis le départ, on a supposé ici W n'est pas... On a trouvé un élément qui appartient à V et qui n'appartient pas à W. De la même façon, on va considérer un V qui appartient à V et non H. Ça, c'est dans le cas où H il est inclus strict dans V. Alors, à partir de la question 6, on pourra trouver un prolongement W' contenant H tel que
phi seconde qui va de W' vers V, un prolongement de phi' compatible avec U. C'est ça ce qu'on a démontré dans la question 6. Et ça, c'est joue le rôle de phi, et H joue le rôle de W. On a un élément qui appartient à V et qui n'appartient pas à W, compatible avec U. Alors, c'est aussi un prolongement de phi, parce que la restriction de phi' sur W, c'est phi, et donc la restriction de phi seconde aussi sur W' qui continue, ou bien sur H, ça va être égal à phi', qui est égal à phi sur W. Et donc, ici, on a trouvé une contradiction. Or, on a trouvé dimension de W' qui continue dans H, oméga', il est contenu dans V. H, il est contenu strict dans oméga', W'. Alors, la dimension de W', ça va être supérieur strictement à la dimension de H, ce qui est contradictoire parce que cet élément W' appartient à A. Or, W, ce qui est absurde parce que dimension de W' appartient à A. C'est un sous-espace qui contient W et qui prolonge phi de W' vers V, compatible. Ce prolongement est compatible avec U. Donc, ce qui est absurde, qu'elle soit supérieure au max. Et donc, ce qu'on a supposé est fausse. Alors, H égale à V, et phi admet un prolongement xi à V compatible avec U.